Maintenant, comment définir la responsabilité de chacun? Et c'est là qui est plus important encore. Parce que pour ce qui est des crimes, je pense que même quelqu'un de mauvaise foi ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de crime. Il y a eu des crimes. C'est indéniable. Maintenant, ces crimes-là, qui est le responsable? C'est ce que je vais essayer de démontrer, Monsieur le Président, à travers le deuxième point, la responsabilité individuelle des accusés. C'est un moment important. Parce que depuis le début de ce procès, je n'ai pas donné d'ordre. On ne m'a pas vu tirer. On ne m'a pas vu donner des instructions. Chacun, se couvrant, refuse sa responsabilité. Monsieur le Président, les faits sont têtus. Alors, Monsieur le Président, pour déterminer cette responsabilité, nous allons partir sur la responsabilité indirecte ou du commandement. Parce qu'on est responsable de ses faits personnels pour avoir agi, mais aussi on peut l'être quand on est commandant d'éléments. Si les éléments qui sont sous le commandement d'une personne agissent, même sans ordre, mais s'ils savaient qu'ils auraient pu agir et qu'ils n'ont rien fait, il peut être tenu pour responsable. Ça, c'est important de le dire. On va commencer par le président de la transition de l'époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que j'estime que c'est lui, on doit commencer par lui, parce qu'il était le président. Il avait tous les leviers du pouvoir, contrairement à ce qu'il nous a dit ici. Monsieur le Président, pour déterminer sa responsabilité, nous allons examiner plusieurs points. D'abord, en amont des infractions, il y a eu beaucoup de choses. Sa volonté de conserver le pouvoir est l'élément déclencheur de cette contestation du peuple de Guinée. C'est l'élément déclencheur. N'eût été sa volonté manifeste de confisquer le pouvoir contre l'avis général du peuple, ces événements ne se seraient jamais produits. Peut-être qu'on serait là en train de faire autre chose, mais plutôt que de juger cette affaire. C'est clair. Alors, il y a les discours publics, je ne vais pas revenir sur ça. La réunion au camp, en prélude à la manifestation du 28 septembre. Ça, c'est important. Cette réunion a eu lieu. Personne ne l'a admis ici. Mais vous savez, Monsieur le Président, le crime n'est jamais parfait. C'est à travers un appel qu'on peut démontrer que cette réunion a eu lieu. Il s'agit de l'appel du président Dadis, quand le président Dadis a appelé M. Sidia Touré, à 1h du matin. Monsieur le Président, leurs échanges n'ont pas été cordiaux. Il a menacé, si vous sortez, vous verrez, Monsieur le Président, quand un président de la République s'adresse à un homme politique de son rang pour le menacer publiquement, pour le menacer au bout du fil, Monsieur le Président, cela présage des lendemains sombres. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'audio de la RFI, Monsieur le Président, comment nous avons obtenu cette information? C'est parce que le colonel Thieboro, en voulant être au four et au moulin, a discuté avec le président Sidia. Il dit au président Sidia, qu'est-ce que le président vous a dit? Le président vous a dit hier. Il ne vous a pas appelé, il dit oui. Il dit c'était à 1h du matin. Il dit non, ce n'était pas à 1h du matin, j'étais là. Cela confirme sa présence. Donc cette réunion a eu lieu. Ça, c'était une réunion en prélude à ce qui allait se faire. L'ambiguïté du président Dadis, comme je l'ai dit, de se maintenir au pouvoir. Si je veux, je ne suis pas né militaire. Si je veux, je me présente. Si je veux, je ne me présente pas. Et Monsieur le Président, en amont de sa prise du pouvoir, quand il a pris le pouvoir, comment il a séduit les Guinéens? C'est à travers son discours. On a eu confiance en lui. Parce qu'on a estimé que son discours était rassembleur, que son discours était celui d'un homme d'État. Il a promis beaucoup de choses. Au début, on a constaté des changements. Mais Monsieur le Président, il y a les oiseaux de mauvaise augure qui se promènent dans les palais. Il y a les rats de palais qui sont immortels, tellement que ces rats ont duré à la présidence. Petit à petit, on lui a dit qu'il fallait absolument conserver le pouvoir et il est tombé dans le panneau. Malheureusement, c'est ce qui nous a conduit ici.
Il y a son interview à la Télé Sud, le voyage à l'Abbé, je ne reviens pas sur ça, ça a été suffisamment expliqué ici. Quand un président de la République prend tout son camp, des blindés, des avions de combat, se rend à près de 300 à 400 km de Conakry pour aller défier ses détracteurs. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur le Président? Il a dit. Mais le passage du cortège du président Dadis, c'était inédit. Des centaines de véhicules, appuyés par des hélicoptères. Les avions de combat ont survolé le stade de l'Abbé pendant qu'il faisait son discours. C'était pour impressionner, pour dire attention, parce qu'il savait que une manifestation était projetée. C'était une démonstration de force pour dire à ses détracteurs, comme il le disait, comme il aimait à le rappeler, si vous me défiez, je déchaînerai les enfers. C'est ce qui s'est produit. Il est revenu de l'Abbé. La suite, nous la connaissons. Le deuxième élément, Monsieur le Président, qui détermine sa culpabilité dans cette affaire, son implication directe dans cette affaire, c'est le recrutement et l'entretien des milices à Kaléa. Ça, c'est un élément central. Monsieur le Président, ce qui est étonnant, c'est que cette milice a été constituée que de ses proches. Je regrette de le dire, mais c'est malheureux. Il est normal, Monsieur le Président, pour un tout chef d'État de vouloir conserver son pouvoir, mais le choix doit être national. Le choix ne doit pas être seulement pour certains et l'exclusion des autres. Malheureusement, c'est ce qui s'est produit. 8000 hommes ont été recrutés. M. Soumaoro vous a dit ici, l'une des recrues de Kaléa, il y avait plusieurs bataillons. Il y avait Bravo, ainsi de suite. Mais ils ont présélectionné certains à qui on a donné tous les moyens. Ils étaient mieux logés. Ils étaient plus considérés que les autres recrues. Parce qu'il fallait les conditionner. Il fallait formater leur esprit pour dire ce pouvoir, c'est pour nous. Il faut vaille que vaille qu'on le conserve. Même au prix d'innombrables victimes, il fallait conserver le pouvoir. Vous savez, Monsieur le Président, l'être humain est faible. Quand un discours est tenu par un homme politique d'une éloquence inégalée, les hommes tombent sous son charme. C'est ce qui s'est produit. Nous avons vu des grands meurtriers. Mussolini, il haranguait la foule. Adolf Hitler, qui haranguait des foules. Monsieur le Président, ils ont formaté l'esprit de ces recrues. Et ils ont été préparés à la conservation du pouvoir. Voilà, Monsieur le Président. Soumaoro l'a dit, il était parmi ces recrues. Et pour entretenir ces recrues, Monsieur le Président, ce n'est pas n'importe qui s'est chargé de leur entretien. Il s'agit de Gono Sangari, l'intendant particulier du président. Parce qu'il faut donner les fonds à celui qui va les utiliser selon la volonté du chef. Il ne fallait pas sous-traiter ça. C'est Gono Sangari qui s'en est occupé. Aujourd'hui, il est en cavale. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces recrues-là avaient été mobilisés justement pour une cause très, très obscure. Et ils l'ont accompli, malheureusement. Monsieur le Président, ces recrues également étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Merci du regard pour cette phrase, mais je la maintiens. Ces recrues étaient supervisées par le colonel Blaise Gomo. Cela a été dit ici. Tout le monde le sait. Il a déposé des documents ici, faisant état de sa nomination aux services spéciaux. Mais, Monsieur le Président, que valent ces documents face à un témoignage concret de quelqu'un qui était là-bas? Il vivait avec ses recrues. Il a dit, le jour des événements, c'est le colonel Blaise Gomo
qui est venu lire la liste de ceux qui avaient été recrutés. Parce que parmi aussi, ceux qui avaient été retenus, il fallait aussi peut-être choisir les plus bruts. Ceux qui pouvaient agir sans réfléchir. Parce que, Monsieur le Président, pour violer une femme en plein, à ciel ouvert, retourner chez soi, aller voir ses enfants, manger et dormir, il faut que ce soit quelqu'un qui soit impitoyable. Donc, il fallait choisir spécialement des individus capables d'une telle barbarie qu'on n'allait pas regretter de les avoir choisis. Ils ont été choisis et envoyés au camp. Je reviendrai aussi sur ce point. Monsieur le Président, ces miliciens-là ont été envoyés au camp par Joseph Makambo pour infiltrer, au stade, pardon, pour infiltrer la foule. Ces recrues-là qui avaient été choisis ont été infiltrés au stade. Monsieur le Président, voilà quelque chose qui me taraude l'esprit, qui me choque. Quand on a rebaptisé le camp Koundara, camp Makambo, Monsieur le Président, ce camp a une histoire sinistre dans les événements du 28 septembre. Et l'un des artisans de ces massacres, c'est justement Joseph Makambo. Monsieur le Président, à chaque fois que les victimes passent devant ce camp, se rappellent des tortures qu'elles ont subies par la faute, entre autres, de Joseph Makambo, et que ce lieu soit baptisé Joseph Makambo, c'est une insulte à leur mémoire. Monsieur le Président, c'est inadmissible. Il a tué des gens. C'est lui qui a envoyé les infiltrés au stade, qui ont causé d'énormes massacres. Le capitaine Toumba l'a dit, Monsieur le Président, comment peut-on donner le nom de ce camp à ce monsieur? J'aurais souhaité qu'il soit en vie, honnêtement, pour qu'il réponde de ses actes ici. Ces recrues ont causé des souffrances inimaginables. Monsieur le Président, ils ont éventré des gens. Comment ce camp peut-il porter son nom? J'espère que l'histoire effacera son nom sur ce camp. Parce que Joseph Makambo ne mérite pas d'être honoré. Ce sont les victimes qu'il faut honorer, Monsieur le Président. C'est révoltant. Monsieur le Président, le troisième élément qui participe à la culpabilité du capitaine Dadis, c'est l'envoi des bérets rouges au stade pour réprimer la manifestation. Il était le commandant du régiment et moi je suis très à l'aise. Parce que tous les décrets qu'on lisait à la télévision nationale, s'il n'y avait pas commandant en chef des forces armées, je pense que le capitaine refuserait de signer. Il aimait se vanter de ce mot. Je suis le commandant en force des forces armées. Et c'est normal. Il est le chef de l'État. Mais il doit en assumer les conséquences. C'était lui le chef du régiment. Il n'y a aucune contestation possible. Toute l'armée relevait de lui. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, l'armée est le corps le plus organisé. L'armée est le corps le plus organisé. De sorte que, quand un militaire tire dans un endroit, ce tir doit faire l'objet d'un rapport. Obligatoirement. Donc, l'organisation de l'armée fait qu'il était impossible qu'il ne soit pas au courant que ces militaires-là étaient au stade. Ça, c'est clair et net. Alors, Monsieur le Président, le capitaine Dadis, le président capitaine Dadis, a donné des ordres explicites. Il a dit, allez mater les manifestants au stade, car le pouvoir est à terre. Le commandant Toumba est le témoin vivant de cette déclaration. Il a réitéré ici. Lors de la confrontation, il a confronté le président Dadis ici. C'est clair. Monsieur le Président, nous savons tous que c'est la garde présidentielle qui allait perpétrer ce massacre du côté des bérets rouges. Ce n'est pas l'armée régulière. Ce n'est pas l'armée régulière. C'est la garde présidentielle et les miliciens. Moi, j'ai du respect pour notre armée. Elle vient de loin. Elle a fait ses preuves dans la sous-région. C'est une armée dont on doit être fier, même si en son sein,
elle a été pervertie par des pratiques néfastes. Mais dans l'ensemble, nous avons des soldats vaillants. Monsieur le Président, quand un président de la République, le chauffeur du président de la République se retrouve au stade, participe au massacre, il tente de tirer sur un leader, son chauffeur, Sankaran Kaba, c'était l'un des chauffeurs du président Dadis. Quand son chargé d'opération, Makambo, se retrouve au camp, à la tête d'une centaine de recrues, d'une centaine de miliciens, comment peut-on expliquer, comment peut-on prétendre que le président Dadis n'était pas au courant de cette opération? Le bon sens saute aux yeux. Il a donné des ordres explicites, allez les mater, le pouvoir est à terre. Est-ce qu'on peut être plus explicite que ça? Il y a un autre élément. Le commandant Toumba, en 2010, dans une interview de la RFI, il dit que c'est le président Dadis qui m'a dit d'aller au stade. Il y a le chauffeur, il y a le chargé d'opération, il y a son aide de camp et à son bébé hollandais, Marcel. Plus sa garde rapprochée, parce que la garde rapprochée est directement sous l'autorité du président. Monsieur le Président, cela est étonnant. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, Monsieur le Président, il était impossible que le président Dadis ne soit pas informé des tortures perpétrées dans les camps militaires. C'était impossible. Parce que, contrairement à ce qu'il vous a fait croire ici, il y a des services de renseignement, la gendarmerie, il y a les services de renseignement de l'armée. Monsieur le Président, on ne peut pas conduire des civils au camp sans que le président ne soit informé. C'est impossible. Et d'ailleurs, il craignait des poursuites contre lui, donc il faisait attention. Donc les services de renseignement étaient sur le qui-vive. Donc, Monsieur le Président, il était informé que des civils avaient été amenés au camp et avaient été torturés, notamment par les services spéciaux et l'équipe de Claude Pivier. Et l'exemple le plus frappant, Monsieur le Président, vous avez entendu une partie civile ici. Elle a été entendue ici, à la barre, où elle vous a dit, on nous a raflé au stade, on nous a molestés, on nous a battus, on nous a envoyés au camp. Et quand on est arrivé à la présidence ou dans les environs, ils nous ont dit de descendre. Il y avait une haie de bérets rouges des services spéciaux. Ils ont dit aux officiers qui étaient à l'étage, voilà les ennemis du président Dadis. Monsieur le Président, il était là-bas. Il a dit les voir. Mais il n'a rien fait. Il suffisait d'un claquement de doigts du président Dadis pour dire relâchez-les. Ils étaient tout de suite relâchés. Il n'a rien fait. Il était au courant des tortures qui étaient exécutées dans les différents camps, que ce soit au camp Alpha Yaya, que ce soit au camp Makambo. Mais, Monsieur le Président, qui commande ces camps? Ce sont des éléments qui ont été nommés par le président Dadis. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Donc, il ne pouvait pas ignorer ça. Ensuite, Monsieur le Président, il y a les représailles exercées contre les quartiers dits de l'opposition, l'Axe. Monsieur le Président, pendant des semaines, des exactions ont été commises. Monsieur le Président Dadis ne pouvait pas ignorer qu'il y avait des exactions sur l'Axe. Parce que peut-être si on pouvait dire que l'attaque au stade l'a peut-être surpris, admettons, même si ce n'est pas plausible, mais pendant des jours, avec tous les services de renseignement qu'il a, c'est impossible. Ensuite, le refus de mettre fin à ces exactions. Il n'a entrepris aucune action directe. Aucune action n'a été entreprise. Monsieur le Président, c'est lui qui a à sa disposition l'armée guinéenne, qui est composée de milliers d'hommes. Si on lui rapporte que dans des quartiers, des exactions sont commises par des bérets rouges, mais Monsieur le Président, il peut même requérir toute l'armée. Il peut même envoyer un char. Il a le pouvoir. Envoyer des hélicoptères, même des avions de chasse, de combat. Il aurait pu le faire. Mais tout cela participait à un plan très simple. Il a laissé faire. Et quand on laisse faire, on est aussi responsable indirectement.
Monsieur le Président, le quatrième élément, c'est le refus de mettre aux arrêts les auteurs des massacres. Personne n'a été arrêté. Si Monsieur le Président Dadis voulait aider la population ou n'était pas au courant de ce massacre, n'a pas participé, n'a pas planifié, qu'est-ce qui l'empêchait de faire arrêter les membres de sa garde présidentielle? Parce que les membres de la garde présidentielle, ce n'est pas des personnes qui sont loin de lui. C'est la garde prétorienne. Ils sont au palais, ils sont au camp en l'occurrence. Et le jour même des événements, il était censé savoir qu'une colonne a quitté le camp. Parce qu'au camp, il y a plusieurs checkpoints. Et quand une colonne comme ça, de plusieurs véhicules, traverse tout le camp pour sortir, armée jusqu'aux dents, Monsieur le Président, il ne pouvait pas ignorer ça. Parce qu'on allait rapporter qu'effectivement, il y avait des militaires qui sont sortis pour faire ces actes ignobles. Monsieur le Président, un autre élément. Comme l'a dit M. Toumba, le commandant Toumba ici, les armes ont été chargées. Quelques jours avant, ces armes ont servi où? Au stade. C'est indéniable. Et quand la question a été posée par le commandant Toumba sur recommandation du général Konaté, quand ils ont voulu s'interposer, on lui a dit non, les armes là, c'est sur ordre du président pour les armes, et pour l'installation des recrues, c'est sur ordre du président. Deux ordres qui ont conduit à ce drame, Monsieur le Président. Enfin, c'est la récompense accordée aux auteurs des massacres. D'abord, il ordonne le massacre, il est planifié, il ne prend aucune disposition pour protéger les civils, et au-dessus de tout, cerise sur le gâteau, il les récompense. Monsieur le Président, vous savez comment? C'est très simple. Il y a eu un décret de relèvement de grade pour tous les militaires. Et ce décret aurait dû être pris en décembre, à l'anniversaire de la prise du pouvoir. Mais ils l'ont anticipé. Ça a été pris le 2 novembre 2009 par le président, sans exception. Même ceux qui ont participé aux tueries. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela renvoie? C'est des félicitations à ceux qui ont commis ces massacres. Comment un chef d'État qui est censé préserver la vie des citoyens dont il a la charge peut d'abord occasionner que des gens soient tués et que par la suite, il récompense les tueurs. Beaucoup de personnes ont acquis des grades. C'est vérifiable. Le décret du 2 novembre. Il a anticipé parce qu'il était content. Il était fier de ces hommes. Cette fierté s'est traduite par l'élèvement en grade de ces criminels. Par conséquent, Monsieur le Président, ça ne fait l'homme d'aucun doute. Mais avant de conclure sur le capitaine Dadis, un élément important. Il s'agit de la tentative d'évasion. Ça, c'est important. Elle est du 2 novembre 2023. Monsieur le Président, après l'ouverture de ce procès, vous savez, l'histoire rattrape, hein, pendant des années. Il a émis le souhait de venir en Guinée pour se rendre à la justice, pour accepter de se faire juger, même s'il n'avait pas le choix. Ça, c'est un autre débat. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de ses responsabilités. Il a organisé sa propre évasion, en complicité avec Claude Pivy, le colonel Blaise Gomou et le colonel Thiebourou. Un commando lourdement armé a attaqué la maison centrale, a réussi à les exfiltrer. Monsieur le Président, quelqu'un qui ne se reproche de rien, pourquoi il va fuir? Le commandant Toumba est là. CC est là. Vous n'avez pas la parole. CC est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. CC est là. Vous vous asseyez. CC est là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous.
Voilà, vous vous calmez. Hein. Et ceux qui s'agitent dans la salle, calmez-vous. Hein. Voilà. Vous le laissez parler, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Quand il dit des choses qu'il ne doit pas dire, le tribunal l'arrêtera. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Comme je disais tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, colonel Tcheboro et le colonel Blaise Gomou, ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commando lourdement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve, parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcé de quitter la maison centrale. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui? Toumba, Marcel, C.C. Raphaël Haba, Dr Diaby, Paul Mansa. Ils sont tous là. Kalonzo, colonel Kalonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4? Monsieur le Président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remenés en prison. Je le dirai. Alors, Monsieur le Président, donc, tous ces faits démontrent que le président Dadis est le planificateur des massacres du 28 septembre. Tous ces éléments le démontrent aisément qu'il a commis des crimes contre l'humanité par la responsabilité de la chaîne de commandement. Parce que ceux qui ont agi étaient directement sous son commandement. Monsieur le Président, je sais que de l'autre côté, on se prépare à contre-attaquer. Mais les arguments du genre « je n'étais pas le commandant du régiment, je n'ai donné aucun ordre », tous ces arguments sont devenus obsolètes. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments. Donc, pour le capitaine Moussa Dadis Camara, je pense que je vais m'arrêter là et sa culpabilité ne fait l'ombre d'aucun doute pour des crimes contre l'humanité.